Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons reparler de problématiques de sécurité dans le cadre de développement de logiciels grand public avec Jean-Baptiste Kempf. Bonjour Jean-Baptiste. Salut tout le monde. Pour discuter avec lui, les contributeurs No Limite Sécu sont Nicolas Ruff. Bonjour. Jean-Philippe Gaulier. Bonjour. Vladimir Collat. Bonjour. Et moi-même, Johan Hulot. Alors, Jean-Baptiste, on a déjà réalisé un épisode ensemble, mais pour les auditeurs qui ne l'auraient pas suivi, est-ce que tu voudrais bien te représenter ? Bonjour, je m'appelle Jean-Baptiste, j'ai 38 ans, je suis parisien, je suis un geek, et surtout les gens me connaissent parce que ça fait 15 ans que je gère le projet VLC, et je fais plein d'autres choses dans la communauté open source, principalement sur le multimédia, mais pas que. Donc, au cours du premier épisode que nous avions réalisé, tu nous avais fait part de certaines problématiques de sécurité que tu rencontrais. Donc, je rappelle que tu es contributeur majeur du logiciel VLC, qui est un player multimédia, multiplateforme, puisque c'est près de 20 plateformes qui sont supportées, qui est massivement utilisé, puisqu'il c'est utilisé par 500 millions d'utilisateurs, peut-être même plus aujourd'hui. Et donc les problématiques que tu rencontrais étaient principalement autour de la gestion des logiciels, des librairies tierces. Donc est-ce que tu voudrais bien nous resituer le contexte un petit peu pour les auditeurs, encore une fois, qui n'auraient pas écouté le premier épisode, et puis ensuite nous dire comment est-ce que tu as géré ces problématiques. Ouais, en fait, le problème de VLC, c'est que c'est une communauté qui est assez petite finalement. VLC, c'est peut-être 1 million de lignes de code en C, mais c'est à peu près 10 à 15 millions de dépendances qui sont que des bibliothèques multimédia, tout écrit en C et en assembleur et en C++. Et qui parsent des fichiers. Donc on est vraiment dans la cata potentielle, c'est-à-dire tu parses des fichiers en C. Donc évidemment, on a toutes les attaques possibles avec du code qui a été fait pour une grande partie dans le début des années 2000. Donc les problématiques de sécurité, c'était vraiment pas le truc. Et puis tu as des gens qui n'ont pas forcément de temps puisqu'ils sont pas payés à temps plein pour travailler sur le projet. Donc là, tu as tous les ingrédients pour faire des catastrophes de sécurité, et tu rajoutes à ça que c'est hyper utilisé. Pour donner une idée, pendant le confinement en avril dernier, j'ai Microsoft qui m'a dit qu'il y avait 1 milliard de minutes de lancer de VLC par jour. Donc tous les jours, il y a 1 milliard de minutes qui sont dépensées sur VLC. Donc évidemment, c'est une target qui est géniale. Et d'ailleurs, en fait, VLC est toujours dans le top 10 des logiciels installés sous Windows et sous Mac. Et donc évidemment, les premiers à attaquer, c'est évidemment le navigateur, mais très vite derrière, t'attaques un lecteur multimédia. Et d'ailleurs, on a vu dans le passé des attaques, des gens comme des agences à 3 lettres, je sais pas si je l'avais dit la dernière fois. Tu l'avais cité, ouais, tu avais parlé de Vault 7. Vault 7 et de la CIA qui avait utilisé une version modifiée de VLC pour un peu attaquer des clients. Et on a vu régulièrement des gens, des attaques qui utilisaient en fait VLC pour pusher du malware ou faire des exploits. Donc on n'est pas évidemment les trucs les plus intéressants à attaquer. Je compare aux navigateurs et aux produits Adobe, évidemment ils sont beaucoup plus attaqués, mais on n'est pas loin derrière. Sauf que évidemment on n'a pas l'argent. Des gros groupes. Donc voilà, on a tous les ingrédients pour faire une catastrophe de sécurité. Alors vous n'avez pas l'argent, mais vous avez les bonnes pratiques. Tu nous en avais déjà partagé quelques-unes la dernière fois. Et tu avais terminé l'épisode en disant que vous travailliez sur du sandboxing. Alors est-ce que ce travail a avancé ?
Ouais, tout à fait. Pour rappeler les bonnes pratiques, hein, on fait attention, on fait de l'analyse statique, on fait de l'analyse dynamique, on a une CI qui tourne sur tous les commits, on active tous les trucs de sécurité sous Windows, DEP ASLR, HE ASLR, les builds, elles sont faites par une machine qui recompile son compilo et qui est à chaque fin, qui est un conteneur qui est monté par une CI. C'est signé de façon offline pour les signatures Windows, et ensuite c'est re-signé par d'autres personnes pour qu'ils vérifient sur le FTP. Notre FTP, toute notre infra, elle est conteneurisée avec très très peu de gens qui ont accès, avec beaucoup de limitations par IP, etc. Donc tout ça on fait à peu près bien, mais à peu près bien, on fait notre maximum, mais on a en fait là on est toujours un train en retard. C'est-à-dire que la seule chose qu'on peut faire, c'est d'essayer de pas shipper du code malveillant, mais de toute façon des failles de sécurité sur 15 millions de lignes de C, soyons très honnêtes, il y en a plusieurs milliers, quoi. Donc il faut être actif et surtout faire de la sécurité sur le bord, c'est-à-dire que si jamais on fait crasher un VLC, ce qui normalement devrait pas être trop compliqué, les conséquences soient assez faibles. Et c'est là qu'arrive le sandboxing. L'approche qu'on a, en fait, c'est un peu la plus proche de sandboxing de Chrome, parce que mais un peu différente. Je vais m'expliquer. Alors, attends, Jean-Baptiste, peut-être que tu pourrais expliquer ce qu'est une sandbox. Parce qu'il y a différentes sandbox, au moins c'est une terminologie qui peut être utilisée dans différents contextes. Ouais, tout à fait. Alors, dans le contexte où tu l'utilises, qu'est-ce qu'une sandbox ? Donc en fait là c'est vraiment une sandbox au sens Android et iOS, et un peu sous Linux. C'est qu'en fait tu es dans une forme de chroute améliorée dans lequel tu n'as pas accès, c'est juste ton environnement, ton application de bureau se tourne dans un environnement où elle n'a pas accès au file system, elle n'a pas accès au réseau, elle a accès à beaucoup moins de choses, et il faut avoir des permissions, et tu demandes des permissions pour avoir accès à toutes aux devices et aux ressources, que ce soit... Est-ce qu'on pourrait se représenter ça comme un cloisonnement logiciel très fermé ? Voilà, c'est un cloisonnement logiciel qui est normalement fourni par le système d'exploitation, et donc tu fais confiance. Donc ton modèle de sécurité fait que tu te fais confiance à ton système d'exploitation, ce qui parfois n'est pas forcément la meilleure des idées, mais en tout cas c'est ça ton modèle, et tu as accès à beaucoup moins de choses par défaut. Il y a le fameux XKCD que la plupart des gens connaissent, où les mecs te disent que c'est très très grave d'attaquer ces routes. Et lui, il dit, mais en fait, n'importe quelle appli sur mon Windows, elle a accès à mes documents, à mon profil Firefox, donc elle a accès à mon compte bancaire, à tous mes documents. Et finalement, une appli, même sans devenir admin, quand tu as une faille de sécurité sans être admin, en fait, elle a accès à toute ta vie, quoi. Et je l'avais raconté, je sais pas si je l'ai raconté la dernière fois, mais je l'avais déjà raconté. Une fois, on a eu un exploit envoyé par un mec qui faisait de la sécu. Et l'exploit, en fait, plutôt que de lancer un exec calc pour lancer une calculette, ce qu'il faisait, c'est qu'il allait lire ton .ssh et ta clé privée dans le .ssh et aller l'envoyer sur un serveur distant. Et c'est vrai que en fait, tu te rends compte que tu as une faille de sécurité sur un logiciel de base. En fait, il a accès à ton .gpg, ton .ssh, il a accès à tous tes documents, à ta compta, etc. Donc finalement, il y a beaucoup plus de choses intéressantes que juste être route. Alors ça, c'est pas totalement exact, parce que par exemple, sous macOS, ils ont aussi un système de sandboxing, mais où là, par exemple, si tu lances un terminal et que tu vas essayer de rentrer dans le répertoire de tes documents, il va dire, est-ce que vous autorisez l'application terminal à rentrer dans les documents, par exemple. Donc c'est vrai que macOS fait ça, et c'est récent. Ouais, oui, typiquement c'est un sur du modèle de Windows ou sécurité. du Linux, c'est pas le cas. Ils ont repris ce qu'ils ont fait sur iOS. Typiquement, Office sur macOS est sandboxé. Mais c'est-à-dire que le sandboxing natif, maintenant, tu l'as sur macOS, iOS et Android, mais sur Windows et Linux, la plupart des applications ne fonctionnent pas comme ça. Et sous macOS, en fait, il faut aussi il faut accepter le sandboxing. Sous Windows, il y avait tout ce qui était application qu'ils appelaient moderne ou WinRT ou UWP.
Et maintenant, ils ont ce qui devait être Windows 10X, où toutes les applications Win32 étaient un peu sandboxées dans une seule sandbox. Et là, ils viennent de tout jeter à la poubelle avec Windows 11. Et tu peux envoyer des applications Win32 classiques sur le store, et elles ont accès, évidemment, à tout, quoi. Et Windows 11 peut même exécuter des applications Android. Donc là, tu mélanges tout, tu secoues. Donc voilà. Donc souvent, on nous dit, à chaque fois qu'on parle de failles de sécurité, et la dernière fois où on a beaucoup parlé, c'est qu'il y avait un problème de sous-titres. En fait, il y avait des sous-titres mal formatés, et puis ça faisait cracher à la fois VLC, Popcorn Time, Kodi, et donc là, il y a eu plein de gens. Et puis la réponse était simple, et c'était: vous avez qu'à sandboxer. Et en théorie, ouais, c'est une bonne réponse. T'as qu'à sandboxer. Le problème, c'est que on est dans le cadre du multimédia, et dans le multimédia, le sandboxing, ça marche assez mal. Parce que, faut être très clair, hein, VLC, c'est pas une application que j'appelle un front-end pour une REST API, quoi. Enfin, tu vois, les applis Reddit, Twitter, tous les réseaux sociaux, en fait, c'est des jolies interfaces, et tout se fait sur un serveur. Donc tu peux lui dire, bah non, t'as pas besoin d'avoir accès aux autres ressources de la machine, puisque quasiment tu fais que récupérer des ressources sur le réseau, sur un serveur unique. Quand tu arrives dans le cas de VLC, en fait, ta sandbox, en fait, tu demandes toutes les permissions. Et évidemment, quand tu demandes une permission dans une sandbox, c'est que tu fais un trou. Donc au début, ton bac à sable, tu vois, tu as mis quelques petits trous, puis à la fin, ça devient une passoire, parce que tu as demandé. Alors on avait fait la remarque avec le sandboxing qui s'appelle Flatpak de Linux, et en fait on avait demandé toutes les permissions sauf le GPS, parce qu'on n'avait pas vraiment de raison d'utiliser le GPS dans VLC. Je suis sûr qu'un jour je trouverai une raison de demander ton GPS, mais et donc en fait tu détruis ton module ton mode de sandbox, parce que j'ai besoin d'accéder à beaucoup de choses. Alors pourquoi j'ai besoin d'accéder à beaucoup de choses? Parce que un lecteur multimédia, déjà tu commences par le pire, c'est tu es obligé d'ouvrir un fichier sans passer par un file picker. Parce que tu vois, tous les mecs qui font des sandbox, ils disent t'as qu'à prendre un file picker. Donc t'as plus le droit d'ouvrir un fichier, il faut que la personne accepte, et t'as donc le dialogue qui est contrôlé par ton OS, et t'as donc accès à la référence au file descriptor du fichier. Ouais, mais le problème, c'est que un lecteur multimédia, ça lit des playlists. C'est tout con, hein, c'est les trucs M3U qu'on utilise dans Winamp en 1993. Et donc déjà, tout de suite, tu peux plus en fait avoir un file picker, parce que je dois pouvoir ouvrir des fichiers pour les utilisateurs sans que eux l'aient ouvert explicitement. C'était une playlist. Ou quand tu as une base de données média, un peu à la iTunes, en fait, tu as plein de fichiers, donc il faut que tu les ouvres tout seul. Et des exemples comme ça, j'en ai plein. Par exemple, les MKV ont un concept de fichiers liés, les MP4 l'ont aussi, les MXF. Donc déjà, j'ai accès en fait quasiment à tout ton dossier. Et moi je connais pas une seule personne qui range correctement sa musique dans le dossier musique, ou ses vidéos dans le dossier mes vidéos. C'est toujours des trucs absolument partout en fonction de soit où tu les as téléchargés, soit où tu les as récupérés. Et donc, en fait, tout de suite, tu as accès aux documents. Donc sous Linux, tu as accès au /home, et sous Windows, grosso modo, le user directory. Et directement, en fait, tu as accès à beaucoup trop de choses. Donc ça, déjà, c'est un vrai problème. Et le deuxième point, c'est j'ai besoin d'accès bas niveau à ta carte graphique et à ta carte son. Parce que le décodage matériel, en fait, tu vas parler avec le driver de la carte graphique pour accéder au DSP. En fait, il y a un DSP, et donc tu parles directement avec ce DSP à travers une bibliothèque. Mais de toute façon, tu accèdes à ce DSP, et surtout, tu injectes des shaders pour l'affichage. Donc, je ne te raconte pas le nombre de crashs qu'on a dans les drivers. Je crois 80% des crashs qu'on a dans VLC, c'est des crashs dans les drivers de Intel et de Nvidia, sous Windows. Et donc, là, tu te rends compte, en fait, déjà, le deuxième effet qui se coule, qui est pas cool, c'est que, en fait, non seulement je dois, dans mon process, tourner du code que j'ai shippé, mais qui donc sont des dépendances de VLC, mais aussi, je fais tourner
du code qui n'est pas le mien, qui est des drivers. Donc, tout de suite, en fait, j'ai beaucoup de problèmes. Donc, et c'est la même chose, tu peux continuer. Hein. J'ai besoin, pour lire des DVD, donc sous Linux, d'avoir accès au /dev. Les webcams sous Linux, c'est aussi un /dev. Tu as besoin d'accéder à X11 sous Linux ou au compositeur sous Windows. Donc évidemment, X11, t'es root. Le compositeur sous Windows, c'est DWM, t'es en mode semi-kernel, etc., etc., etc. Et je vous raconte même pas le bordel, notamment si jamais il y a quelqu'un qui connaît un peu comment ça fonctionne, le rendering de texte. Mais sous Linux, quand tu regardes le rendering de texte, tu te rends compte que tu ouvres à peu près 100 à 200 fichiers dans le /dev, dans le /etc, dans le varlib, le varx11, etc. Donc en fait, tu te rends compte que VLC, et notamment c'est ce qu'on a fait, on a fait une sorte de script qui trace VLC. Et donc, on trace et on regarde tout ce que fait, tous les appels système que fait VLC normal juste pour lire une vidéo. Et là franchement, tu flippes, parce que vraiment, un soft compliqué comme VLC, qui finalement, l'UI est simple, hein, tu mets un fichier, tu l'ouvres, en fait tu te rends compte que ça touche à tout, quoi. Si je te dis qu'on a à peu près 1 millier de fopen, je pense qu'on doit être dans cette ordre juste pour lancer VLC. Parce que tu utilises Qt, tu utilises fontconfig, tu utilises freetype, t'as plein d'utilités de conf, ça va regarder dans ton point config, ça va regarder dans ton point SSH, bref, on a beaucoup de features et donc on a besoin de beaucoup de droits. Donc l'approche classique des sandbox ne fonctionne pas pour VLC, puisqu'en fait j'ai des trous partout, donc à partir du moment où tu trouves une faille de sécurité et que tu exécutes du code dans VLC, finalement t'as accès à la machine. Mais les approches de sandbox, il y en a plusieurs. Par exemple, l'approche sur téléphone, enfin sur smartphone, c'est de dire, en fait, l'application vient avec ses fichiers. Et quand tu veux passer un fichier d'une appli à l'autre, en fait, du coup, l'application a accès à tous les fichiers qu'elle a déjà ouverts, etc. Mais par contre, quand tu veux passer une image dans un éditeur photo, par exemple, tu vas transférer la responsabilité, la propriété du fichier de cette application à une autre. Donc c'est là où le modèle de sécurité des smartphones est complètement différent. Alors, après, en théorie, c'est vrai. En pratique, même sur Android, maintenant, tu vois, tu as accès... le VLC sur Android, il démarre, il scanne ta carte SD, et dans ta carte SD, tu as toutes les données. Oui, il y a trop de choses, mais c'est pas le modèle tel qu'il était pensé originellement. Le modèle, il était un peu binaire pour les accès aux fichiers, c'est accéder à tes librairies ou pas. Par exemple, avec iOS, ça a un petit peu changé, où maintenant tu peux unitairement donner accès à des fichiers, à des vidéos, mais globalement, les gens donnent l'accès complet à tous les médias. Donc ça change pas grand-chose finalement. Oui, ce qui change, c'est que si tu es sur un Windows, tu as un dossier vidéo dans lequel tu as toutes tes vidéos. Et ensuite, tu décides de donner accès à ce dossier à telle ou telle application. Alors que le modèle sur téléphone mobile, normalement, il est inverse. C'est-à-dire que tu as une application et elle va créer des dossiers. Et ensuite, si une autre application veut accéder à une donnée partagée, en fait, l'application va envoyer cette donnée. Mais en fait, il n'y a pas un répertoire vidéo qui est partagé avec tout le monde dans lequel tu donnes accès ou pas. En fait, tu as le répertoire dans ta sandbox pour tes fichiers. Et ensuite, tu vas éventuellement passer un handle ou une copie du fichier à une autre application. Mais pas pour les fichiers partagés, comme tes photos, tes vidéos. Voilà, exactement. Qui revient à l'équivalent de mes documents ou ton home sur Linux, enfin mes documents sous Windows ou ton home sous Linux. Sauf qu'effectivement, sur les Android et iOS, c'est quand même beaucoup plus limité. Tu as tes contacts d'un côté, tu as tes vidéos d'un côté, tes photos, etc. Alors que sous Windows, c'est un peu plus la fête du slip, et sous Linux également. En fait, c'est là où je veux en venir, c'est que toutes ces histoires de sandbox, en fait, c'est des patchs, enfin, c'est des cautères sur jambes de bois, comme on disait de mon temps. C'est-à-dire que au départ, le modèle n'est pas défendable. Et tu parles aussi, par exemple, des fichiers sous Linux, etc., du /dev pour accéder aux webcams. Si tu prends un système d'exploitation moderne comme Fuchsia, par exemple, hein, ou même des trucs plus anciens comme Mako, ou tous les systèmes à micro-noyaux qui font du passage de messages entre des sous-systèmes, du coup, là, il n'y a plus de notion « je dois être root pour accéder au device ». Tu as un broker central, tu demandes l'accès, tu récupères
on va dire un port de communication, par exemple sur Maco, pour pouvoir parler à ta caméra. Et à ce moment-là, il y a quand même un contrôle d'accès centralisé qui peut être granulaire. C'est pas, j'ai besoin de pouvoir lire dans ce fichier pour pouvoir accéder à la webcam. Donc en fait, c'est la conception comme même. disait JB juste avant, tu peux pas demander à l'utilisateur de valider les 5000 fichiers qu'il a dans sa playlist MP3 par exemple. Mais ce que je veux dire, c'est que le problème de base, c'est que l'accès aux fichiers égale, un, que tu as besoin d'avoir les droits pour accéder aux fichiers, et deux, que le fichier, c'est une ressource qui n'est pas facile à défendre. Parce que soit tu y as accès, soit tu n'y as pas accès. Tu peux limiter les droits. Juste un read, par exemple, déjà, c'est pas mal. Oui, mais si tu as le read sur la webcam... Oui. Si tu as read sur la webcam, tu vois ce que la webcam voit. Enfin, je veux dire, c'est binaire. Et c'est là où des approches... Alors, avec Docker sous Linux, par exemple, il y a eu toute une... l'ajout de tout ce qui est capabilities, qui est complètement orthogonal au système de fichiers, en fait. Par exemple, est-ce que tu peux changer la date du système? Est-ce que tu peux changer l'honneur d'un fichier? Ce genre de choses, c'est des permissions que tu peux donner et qui ne sont pas représentées par les droits d'accès à un file system. Et donc, en fait, que ce soit Linux ou Windows, ils ont tendance ou même macOS, mais je connais moins bien, ils ont tendance à évoluer vers des noyaux qui sont plus défendables, justement parce que le multiprocess arrive via Docker et des systèmes équivalents. Ouais, mais quoi qu'il arrive, en fait, à un moment, et notamment, tu as accès bas niveau à ta carte graphique, et tu peux injecter des shaders. Donc en fait, à un moment, même hors fichier, et sous Linux, et sous Mac, et sous Windows, et sous Android, en fait, tu as des accès très bas niveau. Et quoi qu'il arrive, tu regardes les permissions qu'on a, elles sont hyper importantes. Et sous Linux, et c'est là le problème de tous les Unix, tout est fichier. En fait, c'est bien, mais c'est aussi mal, quoi. Parce que, en fait, quand tu regardes dans fopen, on regarde des données que je vais dire de configuration, et tu as des données qui sont des données personnelles, et tout ça, c'est entremêlé. Donc, c'est très difficile à limiter. Et la troisième approche utilisée par... tu parlais de tous ces accès aux fichiers, les librairies, enfin, effectivement, quand tu fais du rendu de fonte et de trucs comme ça, c'est l'enfer. La troisième approche, c'est d'avoir des binaires 100% statiques, type Go. Enfin, tu compiles un binaire en Go, il importe limite la libc et juste des appels système, et il peut s'exécuter n'importe où. Et du coup, c'est beaucoup plus facile à défendre, parce que tu n'as plus besoin de dépendre de 15 milliards de fichiers de conf et de librairies qui sont présentes sur le système. Oui, mais sauf que ça, c'est comme FFmpeg qui fait 50 MB, quoi. Quand tu télécharges FFmpeg, c'est 50 MB de binaire. Voilà, c'est qu'en fait, ton VLC, il est statique. Quand ton VLC, en fait, on compile tout en statique, donc en fait, on ne charge rien, mais juste même VLC en statique, en fait, dans ton process VLC qui tourne, en fait, tu as une partie du code qui vient du driver NVIDIA, du driver Intel dans la partie graphique. Donc, finalement, en fait, même si tu le veux pas, tu as toujours du code externe qui tourne, premièrement, et deuxièmement, mon FFmpeg et tout ça, moi, je veux pas y faire confiance à 100%. Parce que je peux pas auditer 15 millions de lignes de code. C'est absolument impossible. Donc, le sandboxing classique, malheureusement, qui marche pour des applis assez simples, il marche pas pour un lecteur multimédia. Parce que j'ai besoin de trop d'accès. Et dans mon process, j'ai besoin d'avoir du bas niveau sur quasiment tout ton file system, du bas niveau sur ton /dev sous Linux, mais tu as la même chose sous Mac, tu as la même chose sous Windows. Hein. Juste la lecture de DVD, le déchiffrement, il passe par un truc qui s'appelle le MMC, où en fait qui sont des commandes SCSI qui sont passées pour faire le déchiffrement et qui sont passées en side channel. Et ça, en fait, tu dois être un peu sur vraiment, t'es vraiment bas niveau. Donc, le problème numéro 1, c'est qu'une sandbox autour de VLC, ça ne règle pas beaucoup de problèmes. Donc, il faut trouver l'étape d'après, et l'étape d'après, c'est ça, Fechrome. Mais alors, qu'est-ce que vous avez fait pour résoudre ce problème? Donc, ce que fait Chrome, et c'est l'idée en fait qu'on a pris, qu'on tire et qui va nous prendre un bout de temps, c'est qu'en fait on sépare VLC en plusieurs process, enfin surtout en plusieurs blocs, et chaque bloc en fait a une politique de sécurité qui est différente. Je m'explique. Pour être très très simple, hein, pour expliquer un pipeline multimédia pour les nuls en 40 secondes, tu lis
tu as un bloc qui est le bloc d'access ou d'input qui lie, à qui tu donnes une URL, et soit il lit un fichier, soit il lit un truc en HTTP. Cette URL, ça te donne un torrent de bits, un stream, et là c'est du MP4, du MKV, de l'AVI. Là, tu le démux, c'est-à-dire que tu l'ouvres et tu en tires ta track audio, ta track vidéo, ta track de sous-titres et ta track de ton. Et ensuite, la partie audio, tu le décodes et tu l'affiches, enfin tu le sors à ta carte de son, et ta vidéo, tu le décodes et tu l'affiches sur ta carte graphique. Donc là, tu vois tout de suite qu'il y a 4 gros bouts, un qui a soit accès au fichier, soit accès au réseau, un autre qui est donc le demux, qui split en track, lui, tu te dis qu'il a besoin de pas grand-chose du système, et puis une partie qui est un bloc de sortie audio et une partie de sortie vidéo. Et donc, en gros, tu fais des mini sandboxing sur tes parseurs, quoi. Exactement, c'est-à-dire que tu fais grosso modo 4 blocs, alors de fait il y en aura plus, mais pour simplifier, il y a 4 blocs, et chaque bloc a une politique de sécurité qui est due à ce dont elle a besoin intrinsèquement. C'est-à-dire qu'un décodeur audio, il a intrinsèquement besoin de parler à la sortie audio. Et donc lui, tu lui donnes le droit audio. La partie vidéo, elle a intrinsèquement besoin de la carte graphique, et donc tu lui donnes accès à la carte graphique. Mais à ce moment-là, la partie qui a accès à la carte graphique, qui est évidemment une des plus critiques, elle a 0 accès au réseau, 0 accès au file system, 0 accès à l'audio, etc. Après, le problème que tu vois dans Chrome, qui est quand même une implémentation assez complète de Sandbox, c'est qu'il y a des surfaces d'attaque que tu peux pas boucher, typiquement celle du noyau. Tout à fait. Alors, donc Chrome, c'est ce qu'ils ont fait, c'était les premiers à faire une sandbox de ce type-là. Il y a plusieurs différences avec notre approche. La première, c'est que eux, ils avaient une obligation de targeter beaucoup de versions de systèmes d'exploitation, y compris Windows 7, Windows 8. Nous, c'est notre objectif, en fait, c'est que la sandbox, elle soit débrayable, comme on l'a aujourd'hui. Mais donc, quant à la sandbox, on prend les dernières techs. Donc, tu vois, si on a besoin pour implémenter ça correctement, d'utiliser que des call kernels qui sont hyper récents, que ce soit sous Linux ou sous Windows ou sous Mac, ça ne nous gêne pas. Donc déjà, on enlève une partie de la complexité qu'ils ont. Notamment, tu vois, par exemple, si on veut utiliser des app containers sous Windows, qui sont une feature de Windows 8, je crois, et qui a été améliorée en Windows 10 avec les LC app containers, ça, c'est pas gênant pour nous. On peut se permettre de faire ça. Donc déjà, il y a ça, ce qui va simplifier, parce que eux, leur code est quand même très compliqué. Et sous Linux, en fait, on a la même remarque. Donc, par exemple, donc comment on a fait pour commencer? Donc tout ça, c'est un travail qui est en cours. Hein. On a absolument pas fini, mais et on a testé plein de trucs. Et on a testé plus ou moins des trucs, d'ailleurs plus ou moins bien. Mais en tout cas, on a validé le modèle. Alors, on s'est retrouvé à avoir de la chance en fait dans VLC. C'est que VLC, alors le premier truc, c'est que VLC, il y a beaucoup de modules. Donc en fait, tu peux contrôler quand un module se charge ou un module se charge pas. Mais contrairement à des approches génériques comme GStreamer, VLC, un module en fait, il est d'un certain type. Et donc, enfin, le graphe en fait de VLC des modules n'est pas un graphe qui est arbitraire. Donc tu peux pas tout faire avec VLC comme GStreamer, mais tu peux en faire beaucoup. Et ce qui est bien avec ça, c'est que un module audio, il est intrinsèquement audio, et donc tu peux lui donner la politique. Tu peux avoir en fait ton processus principal qui donne la politique audio ou donne la politique vidéo. Quand tu as un pipeline qui est quasiment complètement arbitraire, en fait, il faut que chaque module dise quels sont les droits qu'il veut. Et là, en fait, c'est le problème, parce que dès que tu vas avoir un module malveillant, en fait, il dira qu'il a besoin de tout, et donc tu perds. Donc là, en fait, la politique de sécurité, elle va être implémentée que dans le corps de VLC, dans le cœur de VLC, et donc en fonction du type. Et
grâce à ça, en fait, on a réussi à avoir, je crois qu'on a arrivé 8 types de sécurité différentes. Et avec ces 8 types, en fait, on arrivait à exprimer la plupart des besoins de VLC. Donc déjà, on a eu cette chance-là, qui est une chance sur comment a été fabriqué VLC. Le deuxième point, c'est qu'en fait, VLC est déjà très multithreadé, et il y a déjà un thread audio, un thread vidéo et un thread de l'input, pour des raisons évidemment de temps réel. Et donc, c'est beaucoup plus facile de se dire, en fait, je vais donner une politique par thread, et donc c'est ce qu'on a commencé à faire. Donc, le première étape dont on a parlé, c'était de tracer sous Linux, puis sous Windows, un peu pour regarder tout ce que faisait VLC, tous les calls kernel, où est-ce qu'il allait. Et très vite, on a fait un POC sous Linux basé sur seccomp BPF. Évidemment, je pense que ça parle à pas mal de gens. Et donc, la politique de seccomp BPF, en fait, tu dînes tout de suite des calls qui sont blacklistés, des calls qui sont whitelistés, et puis des calls que je vais appeler gris, et dans lesquels tu as une politique où tu vérifies ce qu'il fait. Donc évidemment, par exemple, l'exemple de call gris, c'est un fopen, où justement, tu donnes pas accès à tout le monde, à tous les fichiers de façon différente. Et donc on a eu un POC, on a fait ça, et qui marchait assez bien. Alors évidemment, tout ça était dans le même process, les droits étaient par thread, donc évidemment, une fois que une vraie attaque, t'es dans le même espace mémoire, donc c'est fini. Mais au moins, on s'est rendu compte que c'était une approche qui marchait, qui était fonctionnelle. Et donc, on a, en quelques mois, eu justement la capacité d'interdire à la sortie vidéo d'accéder aux fichiers ou d'accéder au réseau. Et quand on a vu que ça fonctionnait, on a lancé le vrai projet. Et alors, j'ai une question sur est-ce que vous loguez en fait quand, par exemple, un module malveillant essaie d'accéder à quelque chose est-ce que vous avez comme ça démasqué des logiciels malveillants? Alors non, parce que en fait c'est très lent. C'est-à-dire que quand tu fais ça, en fait, tu ralentis sacrément ton soft. Et les gens ils ont tendance à oublier. Moi j'ai 16 millisecondes pour afficher une frame. Et l'upload de la texture, elle en prend 5. Donc j'ai pas beaucoup de temps de CPU. Non, par contre, ça nous a permis de se rendre compte que par exemple un driver OpenGL sous Linux ou sous Windows, il ouvrait une sacrée quantité de choses. Et notamment quand tu regardes le nombre de en fait VLC, on n'accède quasiment pas au registre sous Windows, mais sauf que en fait les drivers, les chances qu'on appelle, en fait ils passent leur temps à faire ça. Mais au moins ça nous a permis en fait de nous rendre compte si une politique de sécurité comme ça c'était viable. Et donc la réponse c'était globalement oui. Donc ensuite on a eu le deuxième POC que je pensais être plus facile, évidemment vous voyez où ça va arriver, c'est en fait de multiprocesser VLC. Puisque une fois que tu sais que chaque process va avoir une politique de sécurité avec un broker, en fait maintenant il faut implémenter, et c'est là où on a commencé à se rendre compte que c'était vraiment compliqué. Parce que on a besoin de 2 IPC différentes, donc une communication interprocess, une pour le contrôle et l'autre pour les données. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que VLC, donc évidemment c'est du C, et c'est on utilise pour faire de l'héritage en fait des structures et des pointeurs sur fonction partout. Donc par exemple le core, quand il a besoin d'une sortie vidéo, c'est la sortie vidéo qui arrive et qui remplit dans la structure son call, par exemple, qui s'appelle le call d'affichage, et c'est le core qui va appeler directement ce call d'affichage. Et évidemment, si ton core et ta partie graphique ne sont plus dans le même process, tu peux pas juste appeler la fonction display. Il faut puisqu'en fait la fonction display elle est dans un autre process. Donc là déjà, tout le modèle de VLC de callback en C doit passer par une IPC qui va sérialiser, envoyer sur un autre process et envoyer la réponse. Évidemment, tu introduis une latence, de la synchronie, qui n'est pas forcément bon dans VLC. Ça tue pas les perfs justement de faire ça?
Ça ne tue pas les performances, justement, de faire ça? Eh ben, effectivement, petit problème de perf, mais normalement, c'est que des calls de fonction assez simples. Mais là, ce qui est important, c'est qu'en fait, les données ne passent pas par là. Tu as regardé un projet Google qui s'appelle Sandboxed API, qui est sur GitHub et qui fait exactement ça, c'est-à-dire qu'en fait, il prend du code en C et ensuite il essaie d'inférer les structures et de sérialiser en fait les données pointées pour pouvoir les passer d'un process à l'autre alors qu'ils ne partagent pas le même espace mémoire. Ouais, effectivement, on a regardé ce truc-là. Ce qu'on a fait est un peu plus simple, mais ressemble à ça. Le problème de truc de Google, si je me souviens bien, c'était que c'était à page 2 et donc on pouvait l'utiliser en VLC. Mais de toute façon, toi, tu passes pas les données. Tu passes que des commandes et des messages. Exactement. Donc là, je passe les commandes et de l'autre côté, il faut qu'on ait un IPC 0 copie pour passer les messages. Et donc, il nous faut des shared memory sur lesquels tu puisses avoir tes données. Parce que ça, c'était donc l'autre apprentissage de tout ce projet, c'est en fait la sandbox de Google qui est dans Chrome, elle fait 150 000 lignes de code, donc c'est déjà beaucoup par rapport à un projet comme VLC. On expliquait pourquoi la nôtre serait plus simple, parce qu'elle ferait moins de choses et notamment elle supporterait moins d'OS, enfin moins de versions d'OS. Mais surtout, eux copient beaucoup les données. Et évidemment, de toute façon, ils ont une page web. Une page web, elle fait mettre 5 mégas, 10 mégaoctets. VLC, ton input, avoir en input 10 mégabits par seconde, c'est quelque chose qui est quasiment normal. Et ça veut dire que dans les stages plus tard, d'ailleurs, j'ai souvent des fichiers qui sont à 100 mégabits par seconde dans la vidéo. Et surtout, une fois que tes données sont compressées, entre ton décodeur vidéo et ta carte graphique, t'es en gigabits seconde. Donc, pour nous, c'est très important d'être capable d'être vraiment en mode zéro copie, quoi. Et vraiment d'être capable de se passer des zones mémoire et de données. Et c'est pour ça que c'est très important de séparer le contrôle des données, puisque évidemment, il faut absolument pas que quelqu'un de mal intentionné mette des données méchantes à un endroit et qu'elles soient exécutées plus tard. Ok, et du coup, vous en êtes où de cette implémentation aujourd'hui? Est-ce que le composant Sandbox sera réutilisable en standalone en dehors de VLC? Exactement. Donc l'étape numéro 2, ça a été de faire du multiprocess VLC. Donc ça, c'est aussi un exemple. Bon, je crois qu'on a fait ça il y a 1 an et demi, je crois, ou 2 ans, un étudiant qui nous a fait ça, et ça marchait assez bien. Donc là, on était juste... Alors là, on a oublié la politique de sécurité, c'était juste d'avoir plusieurs process. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que VLC a un mécanisme qui s'appelle les VLC Objects, qui sont un peu des petits objets sur lesquels on fait des actions et dans lesquels tu as ce qu'on appelle un pattern observable. Et en fait, en multiprocess, tu as un objet et puis un objet répliqué. Les deux sont dans 2 process différents. Et tu as un IPC entre les deux. Et comme ça, en fait, on a réussi à serialiser les données, les faire de l'autre côté et les faire revenir. Et au niveau données, on avait une copie, une shared memory avec une copie, et les perfs étaient pas ridicules. Et donc on s'est dit, en fait, l'approche multiprocess fonctionne. Donc on avait notre politique de sécurité qui avait été bien défrichée pour Linux et pour Windows. On avait une façon de faire du multiprocess VLC qui soit cross-platform. Et donc là, on a lancé le vrai projet. Il y a à peu près en septembre dernier. Donc c'était un projet de faire une sandbox qui soit une bibliothèque, qui soit utilisable hors de VLC, justement, parce qu'on s'est dit que évidemment il y a d'autres gens que ça pourrait intéresser, qui ont des applications desktop dans lesquelles ils veulent rétrofiter une sandbox. Et évidemment, et c'est vrai que on est dans le cas où on doit rajouter une sandbox à un truc qui n'a pas été pensé pour ça. Alors que je pense que les gens de Chrome, ils ont commencé jour 1 à faire une sandbox. Donc c'est ça un peu la différence, et on a commencé à coder là-dessus, et le but effectivement ça va être que ce soit une bibliothèque réutilisable,
public, open source. On aura probablement une licence encore plus cool que la licence de VLC pour que des projets, même propriétaires, puissent l'utiliser. Tout ça, c'est un travail de réingénierie et d'architecture assez énorme. Et ça vous a pris combien de temps et surtout combien de personnes chez vous maîtrisent en fait cette architecture et ce fonctionnement? Ça nous a pris un temps. Je compte pas les heures parce que ça va nous rendre fous. Notre problème numéro 1, c'est que c'est très difficile de trouver des gens qui ont une compétence, sans avoir une compétence, qui ont une affinité pour la sécurité et qui soient des développeurs d'applications. Parce que, tu vois, nous, ce qu'on fait, c'est du développement système, on appelle du développement système, mais c'est du développement d'applications. Donc, on utilise des API kernel, des API de driver sur toutes les plateformes. Donc, c'est des Oui, puis en plus, tout ce que tu as décrit, c'est que de la sécu. Fonctionnellement, par rapport à VLC, ça n'apporte rien. Fonctionnellement, par rapport à VLC, ça n'apporte rien. Et sachant qu'en plus, moi, je fais un relou, c'est qu'en plus, je donne comme obligation que la sandbox soit débranchable. C'est-à-dire que tu peux lancer VLC en mode sandboxé ou en mode non sandboxé. Alors évidemment, tu ne peux pas la débrancher à la volée, sinon ça serait une faille de sécurité évidente. Parce que je sais qu'il y a des usages de VLC qui vont être limités par ce système de sandboxing. Et combien de personnes donc voilà, donc il y a eu une partie d'un peu de formation. J'ai de la chance, moi ça m'intéresse. Il y a autour de moi, notamment Simon qui est très fort et qui a une compétence sécurité, qui connaît bien les gens de Synactive et qui est dans son passé à bosser dans des boîtes qui faisaient un peu de sécu, donc qui a une vraie affinité, et on s'est fait aider un petit peu. Alors j'ai parlé de Synactive, on a vu aussi des gens de Quarks Lab, on a vu des gens de l'ANSI qui nous ont un peu aidés pour réfléchir à ça. J'ai emmerdé les gens de Google, du Project Zero. Alors, c'était un peu compliqué d'avoir James for show, mais en tout cas on a posé des questions. Et puis voilà, je suis allé au STIG, j'ai posé plein de questions. C'est un peu comme ça que je suis arrivé dans la sécu. Et en fait, cette histoire de sandboxing de VLC, ça fait depuis 2016 que j'en parle, quoi. Donc, et des développeurs de VLC qui ont une affinité ou qui comprennent, il y en a 2. Et après, on a eu 2 stagiaires en plus qui étaient intéressés par le sujet. Le fait qu'il y ait un nouveau Windows qui va sortir, alors on nous annonce Windows 11 sans avoir forcément de preview, etc. Est-ce que ça va pas mettre à mal un certain nombre de modèles de sécurité? Est-ce que finalement on va pas falloir tout repenser? Est-ce que tu penses qu'il va y avoir une continuité? Alors, moi je m'attendais à un truc qui s'appelait Windows 10X, qui était en fait un peu un mix entre la partie l'application, le mode WinRT et le mode Win32, où justement en fait les applications Win32 elles étaient dans leur propre sandbox. Toutes les applications Win32 elles étaient dans leur propre sous-système Windows et elles avaient accès à un file system qui était virtualisé et un registre qui était virtualisé. Après, tu avais des applications mixtes qui étaient des applications Win32 mais qui arrivaient avec leur propre politique de sécurité et qui est ce qu'on appelait le projet Centennial ou ce qu'on appelait les MSIX. Et puis, tu avais les applications Win32 Réunion qui étaient capables d'utiliser le nouveau modèle. Sur Windows, donc Windows 10X a été abandonné, dans Windows 11, il n'y a quasiment rien là-dessus. Donc, je m'attends à de la continuité. Je n'ai pas encore vu tout ce qui va arriver, mais pour le moment, à part... moi, ce que je vois, d'ailleurs, ils ont dans leur keynote, ils ont montré VLC dans le store. Et le VLC dans le store, c'est un VLC Win32 qui a les mêmes failles et surtout tous les accès comme avant, quoi. Si on revient à la sandbox que vous allez proposer, quels seront les prérequis pour pouvoir l'utiliser? En termes de quoi? En termes, je sais pas, de système, est-ce que je développe une application, je suis intéressé pour faire en sorte que les problématiques de sécurité soient bien gérées, est-ce que je peux regarder ce projet et savoir si je pourrais l'utiliser?
Alors, nous, ce qu'on fait, notre objectif, c'est d'avoir une sandbox qui soit plus petite que celle de Chrome, et donc on va faire quelque chose de plus simple. Donc, ce qu'on va faire, notre objectif, c'est on va prendre les dernières technologies, et notre but, c'est de faire ça. Et ensuite, on verra si on peut descendre en version Windows. En particulier parce que on pense que on va mettre du temps à développer ça, et que déjà on aura beaucoup moins de gens avec des systèmes un peu vieux, quoi. Tu vois, c'est-à-dire que se poser la question aujourd'hui du support Windows 7, bah, finalement non, quoi. Tant pis pour vous. Moi, ce qui nous intéresse principalement sous Windows, c'est ce qu'on appelle les LPAC, c'est-à-dire les Low Privilege App Container. Et ça existe depuis 2018. Donc ça doit être, alors je sais pas quelle version de Windows c'est, mais en tout cas il y a ça. Et sous Linux, en fait, c'est plus la limitation par seccomp BPF, puisque on utilisait seccomp BPF et notamment la partie trace. Et je sais qu'il y a en ayant discuté avec des développeurs kernel, il y a des features qui sont arrivées seulement cette année dans le kernel, justement parce qu'on en avait déjà parlé avec eux de cette partie du sandboxing, et ils nous ont dit bah tiens, il y a cette API, on ne savait pas si vraiment c'était utile, et donc là vous nous donnez une bonne raison de la développer. Et les premières versions devraient être disponibles dans combien de temps? Est-ce que vous recherchez des gens pour tester dans leur environnement? Si on réussit à avoir un POC l'année prochaine, ça sera cool. En 2022, ce sera cool. En fait, déjà, c'est déjà pas mal. On aimerait bien avoir un POC en 2022, et surtout, ce qu'on veut, c'est se faire fesser. Alors, je sais que c'est un peu bizarre, mais évidemment, on a oublié, en voulant faire plus simple, on a forcément raté des trucs, on va forcément se planter, on va forcément avoir des failles de sécu, et donc, en fait, plus on a des gens qui vont venir nous embêter tôt, mieux c'est. Et le deuxième point, c'est que en développant cette sandbox, on va arriver sur l'autre problème, c'est qu'il va falloir faire évoluer VLC, parce que on a forcément des modules qui sont des modules qui violent un peu les séparations assez propres dont j'ai parlé, entre audio-vidéo. Par exemple, il y a des choses qui vont récupérer des données du demuxer et l'afficher en tant que filtre vidéo. Donc ça, tu vois, tout de suite, tu te sens tout de suite que ce truc est un peu merdique parce que j'ai accès à un peu aux deux endroits. Et donc, là, il va falloir qu'on répare un peu VLC pour que tous les utilisages de VLC soient fonctionnels. Donc moi, j'aimerais bien qu'on ait un POC début de l'année prochaine, que les gens puissent tester, mais qu'il ira, ça lira que des fichiers comme ça. Ça lira que des trucs HTTP, ça n'ira pas tout. Mais c'est pas grave. Si vous voulez vous faire fesser, vous faites un petit bug bounty, non? C'est ça le principe? Ouais, tu peux pas avoir aussi des aides de l'Europe avec ce qui avait été fait pour c'était FOSSA pour par exemple 7zip ou KeePass où il y avait aussi je sais plus Notepad++, PuTTY, enfin des audits comme ça payés par l'Europe. Ouais. Vous étiez dedans, je crois d'ailleurs. On était dedans. Franchement, j'y crois pas. J'y crois pas. Je pense que si on arrive en disant juste, regardez, on a fait une nouvelle sandbox, regardez sur VLC, venez nous péter la gueule. Je pense qu'il y a plein de gens, ça va les amuser, quoi. Parce que je pense que là, que tu vois les exploits sur Chrome, ils deviennent de plus en plus durs. La sandbox de Chrome, elle est connue, c'est celle qui a été réutilisée chez Adobe pour le Reader. On arrive avec une autre sandbox ou une autre façon de faire. Il y a plein de gens qui vont, juste pour le fun, de venir casser le truc, quoi, et puis de réfléchir. Il y a plein de gens qui viendront nous voir, mais il faut qu'on ait un truc qui soit utilisable, quoi. Ok Jean-Baptiste, ça sera l'occasion de refaire un 3e épisode. Ouais, je sais pas trop quand est-ce que ça va arriver, tout ça. Mais voilà, donc là on a... Et tout ça en fait, c'est que par exemple chaque version de FFmpeg
arrive à peu près avec 40 à 50 failles de sécurité qui sont sur la table, quoi. Et ça, je pourrais jamais m'en prémunir. Il faut juste que quand un back crash, ça n'arrive pas de tomber VLC. C'est fou, alors que pourtant ça a été ultra faisé par Google parce que c'est utilisé chez YouTube, et malgré ça... En fait, FFmpeg, moi je suis très actif dans le projet. Je suis très actif dans le projet de fuzzing par Google. Je te dis, on a 5 alertes par jour du fuzzing. Et le fuzzing fait par Google, il couvre une petite partie de FFmpeg. Et ça veut aussi dire que ton fuzzing, il va pas assez loin. Il faut bien voir aussi que c'est des domaines qui sont très très actifs, les domaines de la vidéo et tout ça. Enfin, tu vois, entre le codec VP9, il y a plein de systèmes de compression audio-vidéo qui n'existaient pas l'année dernière. Les images HEIC, les choses comme ça. Donc de toute façon, il y a du code nouveau qui est ajouté en permanence. Et de toute façon, il y a plus de bugs qui sont ajoutés que le fuzzing ne peut en enlever. Alors, c'est clair. Et surtout, en fait, ce qui se passe, c'est que comme tu veux aller au maximum de compression, tu enlèves tous les bits redondants. Donc, dès que tu peux enlever un bit redondant, tu le fais. Et donc, en fait, tu vois, si jamais... Enfin, tu dois faire confiance au bit. Par exemple, tu vois, le bit qui te donne la taille, la largeur et la hauteur, en fait, il est donné qu'une fois. Donc, tu as intérêt à y faire confiance. Parce que si tu l'as pas, en fait, tu peux pas décoder la suite. Et donc, il y a très peu de corrections d'erreurs possibles. Et tu fais surtout très confiance à tes données que tu rentres, parce que de toute façon, t'as pas le choix. Ok, Jean-Baptiste, est-ce que tu voudrais apporter le mot de la fin ? C'est compliqué. On est à un endroit qui est malheureusement assez peu connu, puisqu'on parle d'applications desktop et de sécurisation d'applications desktop, ce qui est pas trop... Enfin, il y a notamment en France, on n'a pas beaucoup de gens qui font des grosses applications desktop. Et je parle grosse en termes de nombre d'utilisateurs. C'est un sujet qui est, à mon avis, passionnant et qu'il va falloir continuer dans le futur. Les sandboxing, c'est une des meilleures façons de faire. C'est-à-dire se dire que tu fais pas confiance à ton propre code. Ce qui serait encore le mieux, ça serait de pouvoir auditer ta propre sandbox. D'avoir une vraie analyse sur la sandbox elle-même et espérer qu'il y a des gens qui vont venir nous aider à casser notre sandbox dès qu'on aura quelque chose de cool. Bon, eh bien le message est passé. Bon, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci aux contributeurs. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir. Au revoir. Au revoir.